Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Tout le monde en jase. Je suis votre hôte Jérémy Malouin et aujourd'hui à l'émission on traite d'un sujet fort intéressant, c'est-à-dire les activités parascolaires. De plus en plus d'écoles se démarquent par la variété d'activités parascolaires qu'elles offrent aux élèves. Ces activités-là peuvent être sportives, musicales, artistiques et bien d'autres types, mais l'important c'est que l'élève peut pratiquer sa passion en dehors des heures de cours. Pour discuter des impacts qu'ont les activités parascolaires sur la réussite des jeunes, j'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui M. Alexis Richer, docteur en sciences de l'éducation. Bonjour. Bonjour. M. Michael Hanneville, psychologue dans une école secondaire. Bonjour. Bonjour. Et plus tard à l'émission, on aura même la chance d'avoir un enseignant qui est sur le terrain en ce moment même, donc M. Jérémy Rochette. Donc, il va nous joindre un petit peu plus tard à l'émission. Donc, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait plaisir. On saute déjà dans le vif du sujet. On va parler des activités parascolaires. Donc, il faut savoir c'est quoi une activité parascolaire. Donc, je m'adresse un peu plus à vous, M. Richer. Qu'est-ce qui fait qu'on peut caractériser une activité de parascolaire? En gros, une activité parascolaire, c'est vraiment simple. C'est une activité qui est organisée et structurée par l'école, mais qui ne fait pas partie du curriculum scolaire normal et du cheminement normal. Ces programmes sont ouverts à tous les élèves de l'école. Et la plupart du temps, c'est supervisé soit par un enseignant ou un autre membre de l'établissement scolaire. C'est des activités qui visent beaucoup des développements d'habiletés précises ou l'atteinte de buts spécifiques. Et ces programmes peuvent comprendre, par exemple, j'ai plein d'exemples en tête, un appui à l'apprentissage d'une langue seconde, tous les sports que les écoles peuvent offrir, les différents clubs, la musique, le théâtre, le gouvernement scolaire, name it. Il y en a vraiment beaucoup. OK. Puis en tant qu'expert, est-ce que vous pensez que ces activités-là sont bénéfiques pour les jeunes? Oui, ça c'est évident. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les élèves qui viennent de milieux, défavorisés ou des élèves en difficulté de comportement vont être beaucoup moins à risque de décrocher, deviendront plus performants, plus persévérants, moins de chances de consommer de la drogue, moins d'activités sexuelles à risque, une meilleure adaptation psychologique et plusieurs autres facteurs. Pourquoi tout cela? Parce qu'ils sont encadrés pendant des heures de loisirs. Ces heures de temps libre, s'ils ne sont pas encadrés, sont perçues par certains experts comme étant inconséquentes, contre-productives à la santé et au bien-être des jeunes. Parfois, les activités auxquelles ils s'adonnent dans leur temps libre, comme regarder la télévision, sortir avec des amis ou encore jouer beaucoup d'heures aux jeux vidéo, peuvent être vraiment néfastes pour le développement. Ce type d'activité non supervisée peut même contribuer dans certains cas à augmenter le comportement à risque, tels que la perte de motivation scolaire, la consommation ou d'autres problèmes, exemple la délinquance quelconque. Okay. Et ainsi éloigner les jeunes des facteurs qui définissent une bonne adaptation scolaire. Par contre, plusieurs facteurs doivent être mis en place pour s'assurer que les activités scolaires soient bénéfiques. Le contexte d'activités parascolaires doit offrir un milieu où les jeunes se sentent vraiment en sécurité. Ça doit permettre le développement de relations interpersonnelles appropriées avec les pairs et avec l'enseignant, la personne ressource, l'autorité en fait. Le personnel de l'école. Exactement. Okay. Ça doit être un lieu qui met l'accent sur l'inclusion de tous les membres du groupe. Ça doit conserver des attentes et des exigences très élevées envers des comportements socialement acceptables qui encouragent les valeurs véhiculées par notre société en général. Et ça doit rendre les gens conscients que leurs efforts et leur assiduité sont beaucoup plus importantes que leur performance telle qu'elle. Que c'est pas seulement le résultat qui compte, mais vraiment l'effort que tu mets derrière une activité quelconque. OK. Je me rends compte que le concept d'être bénéfique pour les élèves, c'est peut-être un peu général. Je précise un petit peu ma question. Ce que veut savoir monsieur, madame, tout le monde, c'est est-ce que si mon jeune pratique une activité parascolaire, est-ce qu'il va avoir des meilleures notes ou ça va lui nuire? C'est vraiment difficile à dire en fait parce que une des critiques qui est formulée par rapport à l'égard des recherches sur les activités parascolaires a trait au fait que peu d'études ont évalué si le lien observé entre la pratique d'activités parascolaires et le rendement scolaire est vraiment attribuable à l'effet bénéfique de ceux-ci. Exemple, ça peut dépendre, tous les jeunes ont des conditions différentes, la scolarité des parents, le milieu socio-économique dans lequel ils viennent. Alors, c'est pas tous les jeunes qui peuvent se payer le luxe, si je peux me permettre de dire ça, d'une activité parascolaire. Certains doivent travailler plus d'heures que d'autres pour aider leur famille, etc. Donc, c'est vraiment dur de faire un lien direct entre les deux. C'est d'autres facteurs qui vont venir jouer là-dessus. Selon une étude de 2005, il y a un lien qui est vraiment véritable, c'est la participation à une activité et la réussite scolaire est associée au groupe de pairs dans lequel l'élève se situe, dans le groupe de pairs avec lequel il appartient. Un élève qui fréquente un groupe d'amis pour qui les notes sont vraiment importantes va développer un sentiment
Comme quoi, les notes, c'est vraiment important pour lui aussi. Tandis que l'effet contraire aussi peut vraiment se voir dans des milieux. Je donne un exemple, une équipe de football qui, à tous les vendredis, après les pratiques, font un party, consomment de l'alcool. Ben, le jeune va avoir tendance à développer le même type de comportement, même si, à la base, ce jeune a un comportement exemplaire. Il va développer des comportements déviants associés au père avec qui il se tient, en fait. OK. C'est super intéressant, vraiment. Je me tourne maintenant vers vous, M. Lanneville. J'ai lu dernièrement un article dans la presse qui disait que de nos jours, les jeunes souffrent de plus en plus d'anxiété de performance, particulièrement à cause des sports qu'ils pratiquent. Donc, je me demandais, est-ce que vous observez peut-être la même chose dans votre métier? Bien, tout d'abord, en fait, il faut comprendre c'est quoi le concept d'anxiété. Le concept, en fait, le mot. L'anxiété, en fait, c'est une peur qu'une personne a face à une interprétation que cette personne-là fait. Et cette peur-là peut être raisonnée ou non. L'anxiété peut être aussi stable ou temporaire. Lorsqu'on dit anxiété stable, on parle d'anxiété qui fait partie des traits des personnalités de la personne, donc qui est avec la personne, si on veut. Et on dit temporaire lorsque l'anxiété est périodique. Par exemple, lorsqu'un jeune a une compétition sportive, il peut être anxieux face à cette compétition-là, mais une fois qu'elle est finie, il n'y a plus d'anxiété. Okay. L'anxiété aussi possède deux composantes, une composante cognitive et une composante émotive. La composante cognitive, quant à elle, se traduit par l'incertitude de la personne, qui se traduit par souvent une tendance chronique à s'auto-examiner, s'auto-évaluer. Et la composante émotive se traduit par des réactions physiologiques, comme la transpiration ou l'augmentation du rythme cardiaque. Comme moi en ce moment. Oui. Il faut aussi comprendre que les élèves peuvent aussi souffrir d'anxiété de performance reliée au sport ou d'anxiété reliée à l'école. Dans notre cas ici présent, on va chercher à mieux comprendre l'effet des activités parascolaires sur les élèves. Et puisque ces activités-là sont encadrées par l'école, on va principalement regarder l'anxiété scolaire. Okay. On peut effectivement observer une augmentation de cette anxiété-là à l'adolescence, mais les activités parascolaires permettent une diminution des symptômes dépressifs, principalement chez les filles, et une diminution des comportements extériorisés, principalement chez les garçons. Les activités parascolaires sont aussi très bon moyen comment je dirais ça, d'augmenter. Protection. Oui, mais je dirais plus d'un bon. Sont bons sur le plan de l'adaptation scolaire et sociale. Okay. Ouais. Donc, de façon un peu indirecte, on vient diminuer l'anxiété scolaire chez les jeunes en diminuant certains facteurs qui aggravent l'anxiété chez l'adolescent. OK. Si je comprends bien un petit peu ce que vous nous dites, c'est que les activités parascolaires n'auront pas vraiment d'impact direct sur l'anxiété, mais peuvent influencer d'autres facteurs qui, eux, vont diminuer l'anxiété ressentie par les jeunes. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer sur quels peuvent être ces facteurs-là? Oui, bien sûr. Donc, en fait, comme j'ai mentionné, les activités parascolaires aident à diminuer les symptômes dépressifs et les comportements extériorisés. Sont aussi très bénéfiques sur le plan de l'adaptation scolaire et sociale. Mais ce qui attire l'attention, c'est que, d'après une étude, la situation socio-économique ainsi que le type d'activité peuvent influencer le risque de décrochage scolaire chez les jeunes. Par exemple, les garçons sont plus à risque que les filles de décrocher. Un milieu socio-économique plus faible a plus de risque de créer des décrocheurs et le type d'activité pratiquée peut amener un risque plus faible ou garder le même risque de décrocher. Par exemple, l'étude réussit à démontrer significativement que les jeunes qui pratiquent une activité sportive ont un risque inférieur de décrocher que ceux qui pratiquent une activité non sportive ou une activité sportive et une activité non sportive. Dans une autre étude, on explique aussi le fait que la participation à une activité parascolaire est un facteur de protection. Donc, j'en reviens à ce que vous m'avez dit tantôt. On voit en effet que la participation à une activité parascolaire permet de limiter la fréquentation d'élèves ayant des comportements déviants et d'augmenter ainsi les contacts avec des pairs ayant des comportements prosociaux. Okay. Donc, leur niveau d'investissement dans une activité parascolaire protège les élèves de l'influence négative de leur père. Et cette affirmation est surtout vraie pour les élèves en difficulté de comportement. Ça les aide davantage. Pardon. Le fait d'être exposé à des pairs prosociaux dans le cadre d'activités parascolaires se déroulant à l'école pourrait agir comme facteur de protection contre un éventuel désengagement scolaire. On augmente ainsi l'engagement scolaire de l'élève, qui aura donc plus envie d'être à l'école, et voudra y rester plus longtemps. Il aura donc un sentiment d'appartenance plus élevé à son école et s'impliquera davantage dans celle-ci.
On sait qu'il est vraiment plus facile de conserver un sentiment d'appartenance à l'école chez un jeune plutôt que de le ramener à l'école, un coup que le processus est terminé. Effectivement. Mais certaines études tendent à démontrer de l'inverse, par contre, que des activités parascolaires qui pourraient être plutôt négatives. Il faut faire attention. C'est lorsque les jeunes qui y participent présentent un profil plutôt problématique. En effet, sous l'influence de la socialisation, la participation à des activités parascolaires non structurées et non supervisées peut amener les adolescents à s'investir auprès d'un groupe déviant et adopter des comportements antisociaux. Ainsi, le fait d'être exposé à des pairs déviants dans le cadre d'activités parascolaires pourrait agir comme un facteur aggravant et promouvoir des engagements. Alors, lorsque l'élève participe et s'implique dans des activités parascolaires structurées et qu'il côtoie des élèves ayant des comportements prosociaux, il a lors de meilleures chances d'adaptation sur le plan scolaire et social. Donc, le seul point qui me resterait peut-être à regarder serait principalement en fait le nombre d'heures que ces élèves consacrent aux activités parascolaires et l'impact que ça aurait sur leurs études. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant votre dernier point parce que personnellement ça me touche un petit peu, mais avant de se pencher sur ce sujet-là, on prend une courte pause et on vous revient. On est de retour de la pause à l'émission Tout le monde en jase et maintenant on a avec nous Monsieur Jérémy Rochette. Bienvenue à l'émission. Salut, ça va? Eh oui, vous? Yes, hey, je suis un grand fan de l'émission. Vraiment content d'être là ce soir. On est content de vous avoir aussi. Avant la pause, M. Lanouvelle nous parlait du fait qu'il faut faire attention au nombre d'heures consacrées aux activités parascolaires par semaine par le jeune. Donc, ça m'a un peu touché parce que j'ai moi-même un jeune qui s'implique quand même dans l'école et qui pratique un sport. Et en le regardant aller et en parlant avec d'autres parents dans la même situation, j'ai plutôt l'impression que mon jeune manque de temps pour faire ses devoirs ou juste avoir du temps libre. Et donc, c'est un peu difficile pour moi de concevoir que, comme vous disiez un peu plus tôt, M. Richer, que ça peut augmenter les résultats scolaires de mon jeune. C'est normal de se poser le questionnement parce qu'il faut faire vraiment attention avec ce concept puisque les bienfaits des activités parascolaires dépendent vraiment de l'investissement que le jeune va s'impliquer. La façon dont le jeune va s'impliquer. Est-ce qu'il va s'impliquer de façon modérément, faiblement ou intensément? Okay. Un élève qui pratique une activité de manière intensive n'aura pas les mêmes bienfaits qu'un élève qui s'implique faiblement ou modérément. Le fait de s'impliquer faiblement ou modérément est lié positivement au développement de l'adolescent, contrairement au fait de pratiquer une activité très intensément. Il semble que le fait de passer entre 5 et 19 heures, selon plusieurs études, à pratiquer des activités parascolaires est bénéfique. Le nombre d'heures, en fait, c'est un nombre d'heures par semaine et non par jour, vous auriez compris. Par contre, selon une étude de l'Université de Montréal, une ou plusieurs activités parascolaires excédant la durée de 20 heures par semaine peut amener à de moins bons résultats scolaires et peut amener même à des symptômes dépressifs. Heureusement, ces élèves ne sont pas une majorité au sein de nos écoles. En dessous de 20 heures par semaine, les activités parascolaires restent extrêmement bénéfiques pour les étudiants. En résumé, si les caractéristiques gagnantes que j'ai énumérées au début de l'émission sont mises en place et que l'activité est pratiquée de façon faible ou modérée, en haut de 5 heures, là, entre 5 et 19 heures, c'est bon. Ça peut devenir un bon facteur de protection très bénéfique pour le développement de l'adolescent, comme l'a mentionné notre psychologue M. Lanouville tout à l'heure. OK. Et vous qui êtes constamment en interaction avec les élèves, est-ce que vous pensez la même chose que M. Richer? Oui, je suis absolument dans le même ordre d'idée que M. Richer. On a constaté, nous autres aussi, que les activités parascolaires sont bénéfiques pour nos jeunes. Mais si on peut revenir à la question que tu as posée tantôt, nous aussi, on se la pose cette question-là. Est-ce que, malgré qu'ils effectuent les activités parascolaires, est-ce qu'ils ont assez de temps dehors de ça pour leur temps libre, leur temps personnel, faire ce qu'ils veulent? Donc, sur cette question-là, on a analysé un peu le temps d'une journée typique d'un élève à implication modérée dans ses études, puis qui pratique, par exemple, une activité sportive. Okay. Si on calcule qu'en moyenne, l'élève va dormir 9 heures par jour, donc ça fait qu'il se couche à peu près vers 22 heures, puis qu'il va se lever vers 7 heures, on commence avec le début de la journée. Il commence avec son déjeuner, ensuite il va à ses cours du matin. On est rendu à midi, puis il n'y a aucun temps pour lui. On s'entend là-dessus. Ouais. Si jamais il pratique une activité sur l'heure du midi, il lui reste à peu près 30 minutes environ, on va se dire, pour manger. Ensuite, il retourne à ses cours du midi. Il finit à 16 heures. Jusqu'à l'instant, son temps est pas mal tout consacré pour le temps académique. Là, on y va avec le temps de l'activité parascolaire. À 16 heures, il commence sa pratique sportive, qui dure environ 1h30. Finit vers 5h30. Le temps qu'il arrive chez eux, tout dépendant où est-ce qu'il habite, ça peut tomber vers 18h environ. Le temps qu'il soupe, on est rendu là. On a soupé. Là. Juste après le souper, il est à peu près 19h, 19h30. Ça fait qu'il lui reste dans sa journée uniquement 2h30 pour son temps personnel, mais aussi pour faire ses travaux. Parce qu'on s'entend, t'es au secondaire, tu fais des travaux comme tout le monde.
Si on prend par exemple que ses enseignants lui donnent tous environ 30 minutes de devoirs par jour, puis qu'ils sont à remettre pour le lendemain, il n'a pas le choix de les faire. Il les fait tout le soir, ça lui laisse environ 30 minutes pour du temps personnel. C'est vraiment pas assez. Un élève, en fait, on va se le dire, un adolescent, ça a besoin de socialiser. Puis il a besoin de son temps personnel, c'est essentiel pour son développement. En effet, on le voit aussi avec les études qui viennent de sortir récemment par rapport à la pandémie. Les jeunes réussissent beaucoup moins bien à l'école, puis le taux d'échec a vraiment augmenté. Là. Oh oui, ben en coupant leur temps social, c'est sûr que ça a un gros effet sur leur motivation. C'est sûr et certain. Hein. OK. Je trouve ça quand même intéressant de voir vos deux points de vue assez un peu différents, du point de vue comme plus recherche et plus sur le terrain. Je me demandais par contre, est-ce qu'il existe déjà des programmes ou des façons de fonctionner en classe ou dans l'école pour maximiser les effets des activités parascolaires? Oui, si on veut, ben, comme on a dit tantôt, tant que ça ne dépasse pas 20 heures, nous on est content. On sait que pour l'élève, ça ne le nuira pas dans ses études. Ensuite, les programmes qui sont organisés sont plus du côté dans les milieux défavorisés. Les programmes vont chercher à accumuler des fonds pour donner aux écoles qui sont en milieu défavorisé pour instaurer les activités parascolaires. Essayer d'aller chercher les élèves en difficulté le plus possible, en fait, là, essayer de contrer ce fléau-là, en fait. Oui, parce qu'on sait que pour les élèves en difficulté, la motivation, des fois, est extrêmement difficile à solliciter. C'est très pointilleux pour aller la chercher. On a besoin d'aller trouver un moyen pour pallier ce problème. On pense que par les activités parascolaires, du point de vue de l'engagement, ça va aider les élèves à être plus liés dans le cours. Il faut aussi voir que les activités parascolaires, ben, sont tout le temps encadrées par un adulte. C'est des activités qui sont structurées parce que un élève, ça a besoin d'un guide, surtout un adolescent. Oui, il y a une certaine maturité qui est plus élevée que quand il était au primaire, mais il y a quand même besoin d'un certain encadrement. On n'a pas le choix de lui fournir. Fait que c'est pour ça qu'on fournit un adulte, une structure. On cherche à développer des habiletés précises. Ça ressemble à ça. Sinon, d'autres buts qu'on cherche à aller chercher avec les activités parascolaires, c'est beaucoup aussi du côté de la perception que l'élève a de soi. Je prends encore l'exemple de l'activité sportive. Si l'élève améliore sa condition physique, c'est sûr qu'il va avoir une meilleure perception de lui. Ça va aider beaucoup pour son estime personnelle et également pour sa motivation à l'école. On veut aussi regarder du côté de la perception que l'élève a de son établissement. Si l'élève pratique une activité sportive qui est organisée par son école, ben c'est sûr qu'il va beaucoup mieux s'identifier à cet établissement-là. Je prends encore l'exemple des activités sportives. Ouais. Un élève qui pratique, disons, je vais donner un exemple, qui joue au hockey pour une équipe de son école secondaire. C'est pas rare qu'il va s'afficher avec des vêtements de son école. Ça donne une bonne image à l'école, puis lui en même temps s'identifie mieux à cette école-là. Ça fait que dans ses cours, il risque, on propose qu'il va avoir un meilleur engagement dans ses cours. C'est vrai, il y a des recherches qui vont dans ce sens-là qui prouvent que le sentiment d'appartenance à un élève va faire en sorte que l'élève va beaucoup plus s'impliquer, autant académiquement que dans les activités parascolaires. Oui, puis ça l'aide également beaucoup dans sa socialisation. On sait que les activités parascolaires, t'es dans un groupe d'amis qui pratiquent qui ont les mêmes champs d'intérêt que toi. Ça va t'amener à créer des liens et à socialiser. C'est extrêmement important. Puis c'est là qu'on va chercher le gros de l'essentiel des activités parascolaires. Puis pour faire une petite parenthèse aussi, pour finir en fait, on pense aussi que ces activités-là vont aider l'assiduité des jeunes à l'école. Parce que c'est sûr que s'ils sont incités à pratiquer des activités parascolaires, c'est quand même organisé par l'école. On pense que ça va améliorer leur présence au cours. OK. Je vous remercie, messieurs. C'est très intéressant de la façon que vous apportez. Vraiment très enrichissant comme discussion. Si je me permets peut-être d'un peu résumer les propos qu'on a mentionnés aujourd'hui pour le public, on a parlé du fait que les activités parascolaires peuvent être extrêmement bénéfiques pour les élèves typiques, comme les élèves qui sont en difficulté de comportement, ou même des élèves ayant des troubles comme l'autisme, cette affaire-là. Ça peut être important aussi pour ces élèves-là. Mais que ça n'influence pas directement les résultats scolaires. C'est plutôt que ça va faire diminuer le décrochage scolaire à cause de l'engagement et tout, comme on a mentionné tantôt. On a aussi vu que ça diminue pas directement l'anxiété, mais ça diminue, ça influence d'autres facteurs qui, eux, ont un impact sur l'anxiété des jeunes, et ça peut être très important pour les jeunes. Oui. On a aussi vu, grâce à M. Rochette, son exemple, que l'horaire d'un élève se remplit extrêmement rapidement. Donc, il faut faire attention au nombre d'heures consacrées aux activités parascolaires pour pas que ça devienne nuisible. Tu sais, un élève qui passe plus de 20 heures par semaine à des activités parascolaires, c'est beaucoup.
Mais c'est déjà tout pour cette semaine, pour notre sujet. Mais on se revoit la semaine prochaine avec un sujet fort intéressant. On va parler du TDAH dans nos écoles. Et comme invité d'honneur, on aura la chance de recevoir M. Stéphane Duchesne. Donc ne manquez pas ça. Et on se dit à la semaine prochaine.